Depuis 5 jours, on ne parle plus que de ça en France. La dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron et ses conséquences. La première, c'est la tenue de nouvelles élections législatives les 30 juin et 7 juillet prochains. Et le retour en campagne de tous les partis. Le Rassemblement national lui part confiant. Il a remporté les élections européennes avec un score historique le week-end dernier. Et il se voit bien former le prochain gouvernement avec Jordan Bardella en Premier ministre. Mais ce scénario est-il vraiment plausible? Matignon passera-t-il l'été à l'extrême droite? Et si oui, à quoi ressembleront les prochains mois en France? C'est avec vous, Erwan Lecoeur, que l'on va en parler. Bonsoir, vous êtes politologue, spécialiste de l'extrême droite. Tout d'abord, mathématiquement, est-ce que le Rassemblement national peut vraiment obtenir la majorité suffisante pour pouvoir former le prochain gouvernement? Mathématiquement, pour le moment, le Rassemblement national, étant donné le mode de scrutin particulier que la France conserve, c'est le seul pays en Europe des 27 qui conserve ce mode de scrutin majoritaire à 2 tours, eh bien, la bascule se fait d'un seul coup. Et donc, pour le moment, la plupart des estimations estiment que le Front National peut être majoritaire, mais pas majoritaire entièrement. Il sera en majorité relative. Donc il ne pourra pas faire adopter des lois, il ne pourra pas faire adopter tout un tas de choses sans l'appui d'autres forces politiques. C'est sans doute la raison pour laquelle il s'est rapproché des Républicains récemment. Par ailleurs, ça c'est au jour d'aujourd'hui, étant donné que les sondages prennent en compte l'élection européenne qui vient de se dérouler et qui, vous l'avez dit, lui a donné beaucoup plus de voix que d'habitude. Donc il est très haut par rapport à toutes les autres forces politiques. Mais dans les jours et les semaines qui viennent, peut-être que nous verrons apparaître, et d'ailleurs Jordan Bardella l'a lui-même évoqué, une autre force politique, cette fois plutôt à gauche, puisque la tripolarisation du champ politique fait qu'il y a 3 grandes forces en concurrence, les macronistes au milieu, l'extrême droite et la droite extrême à droite, la droite nationale, disons, et une gauche écologique plus à gauche. Et cette gauche écologique, depuis quelques jours, est en train de constituer une grande alliance qui pourrait, sous le nom de Nouveau Front Populaire, et qui pourrait bien créer la surprise. Et c'est un peu l'enjeu des prochains jours, puisque, je le rappelle, toutes ces élections, toutes ces choses vont se passer dans environ 15 jours maintenant. Le Rassemblement national, vous l'avez dit, il a déjà commencé à faire alliance avec une partie des Républicains. Est-ce qu'il peut ratisser plus large encore? C'est tout le problème du Rassemblement national depuis sa création, c'est que non, il ne peut pas forcément ratisser beaucoup plus large politiquement. Il va s'arrêter aux Républicains, il va prendre évidemment une partie, voire l'entièreté éventuellement, au deuxième tour de ce que Reconquête a pu incarner avec Éric Zemmour, mais il ne pourra pas aller puiser ailleurs. Néanmoins, l'électorat du Rassemblement national, déjà aujourd'hui, depuis quelques années, s'est étoffé, s'est élargi très fortement. On est parti d'un électorat dans les années 80-90 très à droite, puis très populaire et niniste, ni droite ni gauche, français d'abord, qui était beaucoup plus large. Et ces dernières années, on a vu arriver beaucoup de femmes, de jeunes et d'autres catégories qui n'étaient pas tellement politisées. Et donc déjà, aujourd'hui, le Rassemblement national bénéficie d'un soutien électoral important de gens qui sont d'anciens abstentionnistes, parfois d'anciens électeurs de droite, parfois même d'anciens électeurs de gauche, ou des gens qui n'avaient jamais voté ni à droite ni à gauche et qui s'abstenaient ou qui ne savaient pas très bien pour qui voter. Donc, en réalité, le Rassemblement national aujourd'hui est devenu un parti attrape-tout et c'est ça qui fait que ces scores peuvent être parfois très bas aux municipales ou aux élections, par exemple, intermédiaires sur les départements et les régions. Ils ne font pas du tout de bons scores. Et par contre, aux européennes et éventuellement à une campagne présidentielle, ils peuvent faire de très bons scores. Et là, on est entre les deux, on ne sait pas de quel côté la balance va pencher. Et le fait que les Républicains se fracturent en ce moment même, on a vu cette nouvelle décision de justice en faveur d'Éric Ciotti, qui reste président LR. Est-ce que c'est profitable au Rassemblement national? Alors, ce qui est profitable au Rassemblement national, c'est que sa stratégie de fracturer, de faire exploser la droite, est en train de réussir, quelque part. Et que Éric Ciotti s'est prêté au jeu, d'abord parce qu'il a un intérêt personnel, il veut conquérir, peut-être qu'il a des envies d'être ministre d'un gouvernement du Rassemblement national éventuellement, mais aussi il veut conquérir la mairie de Nice et il ne pourra pas le faire sans l'aide du Rassemblement national. Mais derrière lui, il y a sans doute tout un tas de gens, des électeurs, on le sait, mais aussi des élus locaux qui se disent que sans l'aide du Rassemblement national, désormais, ils vont avoir beaucoup de mal à être élus. Et donc cette alliance, elle permet à ces petits élus locaux
qui sont à droite et qui parfois se sentent très proches des idées du Rassemblement national, sauf peut-être sur des sujets économiques et sociaux, mais sur d'autres sujets, ils se sentent assez proches, de se dire que finalement, ça peut être une bonne idée. Et Éric Ciotti, d'une certaine façon, il n'a pas gagné le parti Les Républicains, il va avoir du mal à le gagner dans les urnes ou dans les prétoires. Par contre, médiatiquement, le Rassemblement national a réussi, grâce à Éric Ciotti, à faire imploser la droite. Et donc, il y a là un électorat qui potentiellement peut se rallier au Rassemblement national. En cas de victoire du Rassemblement national lors des prochaines législatives, en cas d'accession de Jordan Bardella au poste de Premier ministre, quelles seraient les premières mesures prises par le parti ? A priori, les quelques mesures que Jordan Bardella a mises sur son premier grand tract, il y en a 8, elles sont assez vagues. Elles disent en gros qu'ils vont réduire l'immigration, réduire l'insécurité. Il y a 2 ou 3 mesures sur lesquelles ils sont assez précis quand même. C'est s'attaquer au pouvoir d'achat et la baisse de la TVA sur la baisse du prix de l'électricité. Donc ce sont des choses vraiment de la vie de tous les jours des Français. Ce sont des promesses qui d'ailleurs, pour certains économistes, ne sont pas tellement bien financées. On ne sait pas très bien où le Rassemblement national va aller trouver l'argent pour financer ce genre de mesures, baisse de la TVA drastique sur tout un tas de produits, etc. etc. Mais ça, ce sont des sujets sur lesquels le Rassemblement national, aujourd'hui, a développé toute une façon de parler aux gens sur le pouvoir d'achat, et puis, bien sûr, la sécurité, l'immigration, qui sont des sujets sur lesquels le Rassemblement national, depuis quelques années, dit qu'il fera des référendums. Et donc, ce sera sans doute ça, une des premières grandes nouveautés de l'arrivée du Rassemblement national, c'est de faire changer la Constitution pour pouvoir faire des référendums sur des sujets sur lesquels, aujourd'hui, il serait difficile de le faire. On a un exemple d'extrême droite au pouvoir chez nos voisins italiens. Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni rencontre toujours un grand succès en Italie. Un succès qui repose avant tout sur une stratégie finalement de normalisation, de responsabilisation. Est-ce qu'on peut attendre la même chose du RN ou au contraire on peut s'attendre à une forme de radicalisation une fois au pouvoir ? Non, il y aura sans doute une période, la première phase, comme ça a été le cas dans d'autres pays, en Hongrie, en Pologne ou dans d'autres pays éventuellement, une phase de normalisation pour rassurer et pour consolider le pouvoir que ces gens vont prendre. Et en Hongrie, on sait que les premières années, par exemple, M. Orban avait consolidé son pouvoir en étant dans des alliances avec certaines forces politiques ou certaines forces économiques ou sociales. Parce qu'ils vont avoir besoin des patrons, ils vont avoir besoin des entrepreneurs, ils vont avoir besoin de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, pour mettre en œuvre leur programme. Donc, dans un premier temps, on peut s'attendre, comme le fait Meloni d'ailleurs, à, je dirais, une forme de séduction à l'égard de l'Europe. Meloni fait cela beaucoup à l'égard des dirigeants européens, mais aussi de l'opinion internationale. Ce qui n'empêche pas, en interne, de prendre le contrôle des médias, de la culture, des institutions culturelles, d'interdire un certain nombre d'ONG ou d'associations et de restreindre énormément, par exemple, le droit à l'avortement, parce qu'elle mène une politique extrêmement conservatrice. C'est vraiment une politique ultra conservatrice. Avec Jordan Bardella, on aura sans doute quelque chose qui ressemblera beaucoup à ça, avec quelque chose d'un peu plus peut-être autoritaire aussi, puisqu'il y a une dimension assez autoritaire dans le Front National qu'il n'y avait pas forcément chez Mme Meloni, qui est, je le rappelle, également dans une coalition avec 2 autres forces politiques. Une dernière question, Erwan Lecoeur. On sait qu'une manifestation contre le Rassemblement national est prévue ce samedi à Paris. On a vu lors des élections européennes le décalage qu'il y a justement entre Paris, le vote parisien et celui du reste de la France. Est-ce que ce genre de manifestation est encore utile et non pas contre-productif pour ceux qui en font sa promotion ? Alors, ces manifestations, elles vont avoir lieu dans toute la France, et pas seulement à Paris. Ça, c'est le premier point, dans toute la France. Et elles sont appelées par les syndicats. Elles ne sont pas appelées par les partis politiques. Il faut bien faire la distinction. Et ces manifestations, elles sont appelées par les syndicats, comme il y a également beaucoup d'associations, d'ONG, de sociétés civiles, entre guillemets, tous ces gens qui ne font pas de la politique, qui se réveillent et qui disent « nous ne pouvons pas devenir le prochain pays qui bascule à l'extrême droite ». Et donc là, il y a une mobilisation, comme il y en avait eu dans l'histoire de France un certain nombre. Le 21 avril 2002, quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au 2e tour, il y avait eu une très grande mobilisation, plus d'1 million de personnes dans la rue. Là, ce sont les syndicats qui appellent. Et puis, on a aussi des mobilisations d'intellectuels, d'associations. Et vous avez raison, peut-être que d'une certaine façon, ça montre aussi la fracture qui peut exister entre des gens qui se sentent à l'écart
du monde, à l'écart des grandes villes, à l'écart des intellectuels, et qui vont peut-être se réfugier dans le vote pour le Rassemblement national et considérer que c'est eux qui portent leurs idées, leurs envies et leurs espoirs. Et puis une autre France, un autre pays, entre guillemets, et qui de plus en plus semble prendre un petit peu les contours de ce Front populaire. Je rappelle, historiquement, le Front populaire en 1936, c'était contre les fascistes qui avaient manifesté en 1934. Donc il y a une analogie historique qui n'est pas du tout anodine, qui est véritablement volontaire. Et c'est un peu cela qui va se passer dans les quelques jours qui nous séparent du premier tour. C'est une mobilisation du camp antifasciste, on va le dire très clairement, et une mobilisation électorale du camp du Rassemblement national et de ses alliés. Merci beaucoup Erwan Lecoeur d'avoir répondu à la question qui fâche. Restez avec nous tout de suite, c'est le Journal de l'Afrique avec Fatima Tawani.